Dans l'enceinte de l'école Malraux, on trouve, à l'ombre d'un chêne vert, une œuvre de M. Amado, artiste de renom. Avant même que de réaliser sa création, Amado cherchait un arbre. Et voilà, une réussite que s'approprièrent les habitants du quartier. Ce lieu constituait un square où les mères de famille avec leurs enfants venaient se détendre. C'était avant qu'on en ferme l'accès et rompe le partage d'un patrimoine commun. C'était l'endroit où les enfants pouvaient rêver en fait. Et quand on venait s'installer ici avec la classe pour lire un livre de bibliothèque, il y en a qui étaient en haut, en bas. Et puis la structure même qui est ici, différente du béton des cités, c'est une structure qui invitait à rêver, à penser, à voyager en fait. Les enfants, certainement qui arrivaient, qui avaient connu l'Afrique du Nord, disaient que ça ressemble au massif qu'on trouve dans le désert. C'est un monument qui mérite qu'on le déplace et qu'on le remette dans un endroit où il sera repris par les enfants et les jeunes. Plagnoles, Trigères, Amado, malgré les hivers et les étés, il semblerait que le temps et des milliers d'enfants aient décidé de nous léguer ces œuvres quasiment intactes. Elles auraient pu par 1000 fois être mises à mal, et il n'en est rien. La réussite de telles actions tient peut-être à la volonté et au partage. Ces dessins, les enfants les ont travaillés à 4h30, le mercredi, etc. Mais que leurs parents venaient aussi y travailler. Ce qui fait que l'école était un grand mélange d'adultes et d'enfants où il n'y avait pas de coupure. Et c'était la première étape d'une réussite parce que l'école était valorisée à l'extrême. Les parents n'y étaient pas rejetés, ils étaient acceptés comme parents. Dans le programme de rénovation du quartier, il est prévu une nouvelle école Malraux. Les ballons rebondissants et les arbres. En fait, si je jette les peintures, moi je les garderai. Je les jetterai pas. Les temps changent. Chacun dans son rôle s'évertue à s'adapter quand d'autres accompagnent ces changements. Forcément, on ne peut pas tout garder. Mais préserver et exposer la mémoire n'est-il pas dans le devoir de la collectivité pour la reconnaissance de notre histoire commune et l'exemplarité parfois? À l'égal de l'école, le tissu associatif a brillé plus d'une fois. Delphine Grosso, directrice de l'association La Maef, nous fait découvrir un lieu particulier, la mosaïque. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps à quatre pattes. On s'appelait toutes Cendrillon, et tous. Donc c'est vrai que c'est un espace qui est très important pour moi dans le quartier. Sans parler de son devenir, puisqu'à l'époque, pour nous, ça devenait officiellement la place du marché, qui de manière officieuse se passe quand même, puisque les papas et d'autres vendeurs viennent installer leur stand d'épices, de légumes et autres délices, surtout en période de Ramadan. Mais c'était pour rendre ce côté un petit peu plus officiel pendant le Ramadan et pendant d'autres temps aussi. Pour une histoire symbolique de 1 franc à l'époque, puisqu'on est en 97, donc on est encore en francs. Voilà. Et puis de déterminer une place du marché, je pense que c'est un espace convivial où on vient acheter ses légumes et discuter avec son voisin, avec toute une population. Et c'est un très beau rassemblement, donc c'est vrai que ça valait le coup de le rendre officiel en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, il est officiel ? Non, du tout, puisqu'en plus il n'a même pas été fini, puisque c'est une œuvre qui n'est pas achevée. Un petit peu dommage. Donc on y va ? Allez, on y va.
part, et je pense que ça n'aurait pas pu se réaliser sans l'aide et la réflexion de Catherine Lamarle, puisque c'est avec elle qu'il y a eu droit à cette réhabilitation de cette place. Donc une entreprise est venue, a fait son travail, et avec Catherine, on a travaillé sur ce projet de réaliser une mosaïque qui représentait pour nous le devenir de cette place qui était officieux et qui représentait aussi une population majoritaire du Maghreb. Donc la mosaïque pour nous c'était carrément symbolique. Donc on a travaillé sur ces plans, sur des réserves, sur des ronds, sur des carrés. Et ce qui était important aussi, c'était de déterminer l'espace. Donc on l'a déterminé par 2 bandes sur les côtés, de 30 mètres de long sur 1,50 m de large, où là, on allait pouvoir y trouver des carreaux en vrac. Mais ce qui était important, c'est que chaque personne qui est venue sur cette place coller un carreau puisse la marquer de sa signature. Et vous verrez qu'il y a une main de Fatma, il y a une pieuvre, il y a un dauphin. Donc le projet, tant bien que mal a démarré, on n'y croyait même pas nous. Donc on est venu, on a commencé à entreposer notre matériel grâce à une association qui à l'époque s'appelait Régie en Seine, au Fructidora 2, A1 pardon. Où là on a entreposé notre matériel et ça nous a permis de pouvoir commencer déjà à casser tous ces carreaux, parce qu'à la base ce sont des carreaux qui mesurent 30-30, donc il a fallu tous les mesurer, tous les tracer et tous les couper. Donc il y a eu un gros travail de coupe au départ. Là la population n'en a pas trop entendu parler, si ce n'est les va-et-vient dans l'immeuble, mais dès qu'on a commencé à dérouler le tuyau, à poser nos brouettes et à commencer à coller nos premiers carreaux, qui sont au départ une tomette, qui est symbolique, et petit à petit, on a vu arriver des enfants, des mamans, des papas, même après leur journée de travail, après une grosse journée de maçonnerie, ils redescendaient nous aider à faire des brouettes de colle et puis notamment de ciment, parce que le plus dur après c'est le joint et c'est le nettoyage au sol. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a eu 2 de réalisées complètement. Celle-ci n'a pas été jointée, c'est pour ça qu'elle est un peu plus abîmée que les autres. On y passait pratiquement 4 après-midi par semaine, où là après on a commencé à faire intervenir, lors des ateliers du temps libre dans l'école, des groupes pendant le temps scolaire, des groupes de vallons qui sont venus travailler dessus, des groupes de femmes dans la cité. Voilà, ça a réuni pas mal d'associations de quartier, et notamment l'école, et surtout les week-ends. Un gros travail sur les week-ends, sur les samedis et dimanches. Donc là pareil, la population ne venait pas forcément accompagnée ni d'un animateur, ni par le biais d'une assoce, mais c'est là qu'on voyait la pertinence du projet, c'est qu'ils venaient d'eux-mêmes, tout simplement. Avec un barbecue organisé par les papas entre midi et 2. Enfin, vraiment un projet qui a pris une dimension humaine fantastique, qui depuis, je n'ai pas pu retrouver cette dimension proche et aussi forte que celle-là depuis ce projet. Et puis le cours de la vie a fait que l'immeuble du Fructidora 1 a vu sa démolition. Des pierres aujourd'hui bloquent l'accès, forcément pour éviter peut-être que les voitures roulent dessus, mais bon, on verra peut-être avec la réhabilitation ce qu'il est prévu, et est-ce que le fait d'en parler et de voir que c'est un projet qui peut être peut-être achevé, même si on en parle en 2008, mais en tout cas selon le plan de rénovation qui est prévu pour cet espace, ce serait bien d'en tenir compte. En ces lieux repose la mosaïque, bercée par le recoulement des tourterelles. Un coin du quartier étonnant qui ne manque pas de charme. Cet aménagement urbain stoppé net dans son élan s'éveille lors du ramadan. Car tout à côté, dans le foyer avant, une salle en guise de mosquée garde le temps de la prière les clients du marché. Une place officieuse que la population a choisie bien avant que la mosaïque en décore le sol.
Alors, le jeûne durant, les marchands attendent leurs clients. Ils donneront ensemble, enfin, un sens à cet espace. Pourquoi pas? Là-bas, il est battu. Des fruits, des légumes, du pain. Quel beau clin d'œil au passé du quartier. Ici, la végétation est omniprésente. Elle nous rappelle le temps où Berthe était une vaste plaine agricole. Le sol regorgeant d'eau nourrissait de ses fruits la population sénoise et environnante. Monsieur Guglielmi nous amène sur les traces de ce passé, le passé de Berthe, nous dévoilant ainsi un peu de son histoire. On ne demande pas à tout garder, mais on demande à garder le souvenir de ce qu'il y avait avant. Et ça, il y a des traces qu'on peut garder. Des traces de quelques anciennes fermes, le fait qu'on dise qu'ici il y avait des potagers, ici, et qu'on ne réduise pas l'histoire de ce quartier, de ce coin-là, à simplement l'apparition des tours ou la démolition des tours. Berthe, ça a nourri la Seine. Hein. À partir du moment où il y a eu un développement des chantiers, il y a eu besoin d'une main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, elle est venue d'un petit peu partout. Donc les terrains ont pris une autre valeur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens n'ayant plus le temps de cultiver leurs petits lopins, on a cultivé un peu plus grand et un peu plus fort pour aller vendre les productions sur le marché, d'où les potagers, etc. Mais cette zone agricole n'est pas restée qu'une zone de potager. L'arrivée des travailleurs du Piémont, nous disait Joséphine Moretti, a permis l'arrivée, par exemple, des vaches. Et on avait des laiteries, la laiterie Tosello, etc. Mais on avait, au-delà de ces terrains agricoles, on avait aussi d'autres élevages, les élevages de cochons, par exemple, sur la ferme Belonne, qui est actuellement le Germinal. Bon, sur la ferme Mout, qui est maintenant le Vendémiaire, là, aux abords du Vendémiaire, Floréal, Foltidor. Puis sur l'autre ferme qui était à peu près le Leclerc actuellement. Berthe commence là où sont les tours, là. C'est ça le quartier Berthe. Et ici, c'est la partie Camp-Laurent. Et sous cette tour, une source qui était captée, certainement par une noria ou par un système de pompe. Et la pompe, on l'appelait la Berthe.